Oyez, oyez, braves gens, venez assister aux exécutions des sorcières, ces femmes viles, maléfiques, tentatrices, qui donnent le sein à la progéniture du diable et qui terrorisent nos enfants, nous, humbles citoyens de Salem. Nous purgerons ces terres de leur empreinte démoniaque et nous les pendrons toutes jusqu'à la dernière. Salut les... Oh ouais, salut les mola mola. Quoi? Tu veux de la moula? Non, les mola mola, les poissons lunes quoi en fait. D'ailleurs, si vous imaginez une nuit de pleine lune, à quoi cela vous fait-il penser? Au loup-garou? Oui, évidemment, à quelque chose d'un petit peu magique et folklorique en tout cas. Aux sorcières par exemple, qui suivent les phases lunaires pour leurs rituels et leurs sortilèges. Et dans cette vidéo spéciale Halloween, on va s'intéresser à l'épisode de sorcellerie le plus connu au monde, qui a vu périr des dizaines de femmes accusées d'avoir passé un pacte avec Satan et de semer la terreur et le malheur dans les villages. Bon, je pense qu'on a compris avec le chapeau. En tout cas, vous savez peut-être qu'entre le 15e et le 17e siècle, la sorcellerie a été vivement condamnée en Europe. On pensait alors que les sorcières étaient des femmes démoniaques. On associait leurs pratiques à la magie noire et à des croyances païennes totalement rejetées par les instances religieuses. Ça fait très mange-mort, dit comme ça. Dans les faits, beaucoup ont été accusés à tort et celles qui étaient réellement des sorcières étaient souvent des sortes de guérisseuses. En tout cas, la moindre alliance suspecte d'herbes médicinales ou le moindre conflit pouvait vous envoyer directement sur le bûcher, ou au bout d'une corde, quoi, tout simplement. Et c'est clairement ce qui a fini par se produire dans un petit village du Massachusetts, en 1692, qui a connu un véritable massacre parmi les plus marquants de l'histoire de l'Amérique. Toute une commune a complètement perdu la raison, persuadée d'être la cible de forces maléfiques. Les témoignages contre la sorcellerie s'y sont multipliés. Les sorcières semblaient avoir littéralement envahi le lieu, venant torturer les jeunes filles pieuses jusque dans leur sommeil, au point de nécessiter l'ouverture d'un tribunal exceptionnel. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? La menace était-elle réelle? Qui étaient toutes ces femmes qui furent pendues suite à ces procès? Quoi qu'il en soit, préparez votre baguette et ouvrez votre grimoire. On va tenter de comprendre ce qui a pu déclencher cette hystérie collective lors des terribles procès des sorcières de Salem. Nous sommes à Salem Village, dans la baie du Massachusetts, en 1692. Bon, à cette époque, les lieux sont occupés par une colonie puritaine anglaise, qui souhaite mener une existence traditionnelle, selon les principes fondateurs de l'église anglicane. Le pasteur, Samuel Parris, a une jeune fille nommée Elizabeth, et une nièce, une certaine Abigail Williams. Toutes les deux passent beaucoup de temps ensemble, et se montrent parfois avides d'histoires fantastiques, et des contes terrifiants que l'esclave de la maison leur raconte. Mais, un beau jour, Elizabeth Parris adopte un comportement inhabituel et semble souffrante. Elle fait des cauchemars et dit avoir des visions qui la mettent dans un état de panique impressionnant. Lors de ces crises, elle hallucine, parle un langage inconnu et est prise de violentes convulsions. Bientôt, Abigail Williams présente les mêmes symptômes. Le pasteur décide de faire venir le médecin qui, bon, on va pas se mentir, à l'époque, n'est pas super qualifié pour comprendre ce genre de cas, quoi. Et donc, ce dernier, ne trouvant rien, rend son diagnostic. Les jeunes filles sont certainement victimes d'une possession démoniaque. Elles ont été maudites par une sorcière. C'est logique. Et oui, à l'époque, n'importe quel fait négatif qu'on ne comprend pas est considéré comme l'œuvre du démon. Les puritains ont fui les persécutions d'une Angleterre dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus, pour coloniser l'Amérique. Et leur mode de vie est entièrement rythmé par les préceptes de leur religion. La piété est au centre de leur vision du monde. Ils considèrent d'ailleurs que la vie sur Terre est faite de tentations diaboliques et d'épreuves pour les croyants. Ainsi, tout ce qui est inconnu est perçu comme un danger. Et la volonté divine est censée pouvoir tout expliquer. Bon, en gros, on ne rigole pas tous les jours, Mais bon, en même temps, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ah, pas mal celle-là. Bravo. Oui, merci, c'était totalement volontaire. N'ayant plus le soutien de la couronne d'Angleterre et étant en guerre contre les autochtones amérindiens et les Français sur le sol américain, difficile de ne pas se faire zigouiller lors d'une balade en forêt. En plus, le dernier hiver était carrément glacial. Voilà, ça manquait de trucs à bouffer. Bref, les seuls qui font régner l'ordre et tiennent la baraque dans les petits villages sont les pasteurs, qui guident les habitants dans leur foi et leur vie quotidienne. Dans ce contexte, on comprend déjà mieux d'où vient leur peur d'être possédés dès qu'ils sont face à un phénomène un peu étrange. Le pasteur décide donc de tout mettre en œuvre pour trouver le ou les responsables du mal qui ronge sa fille et sa nièce. Ces dernières sont questionnées et interrogées, jusqu'à ce qu'elles cèdent et donnent le nom de plusieurs femmes. Tituba, Sarah Good et Sarah Osborne.
Bon, Tituba est un personnage connu des procès de Salem. C'est l'esclave de la famille Paris. D'origine amérindienne, elle a été vendue alors qu'elle habitait la Barbade, dans les Caraïbes. De ses origines, elle a gardé d'anciennes croyances dont elle raconte parfois les mythes aux jeunes filles, le soir au coin du feu. Et ainsi, le 1er mars 1692, elle est jetée en prison et soumise à un interrogatoire musclé. Elle finit par avouer avoir réalisé un witch cake, c'est-à-dire un gâteau magique qu'elle a donné à manger au chien, dans le but que ce dernier la guide jusqu'au responsable du mal qui torturait les jeunes filles. Ah, donc elle file un coup de main et on la met quand même en prison. Sympa. En fait, c'était surtout une coupable facile à accuser et sans pouvoir dans le village. En tout cas, elle avoue avoir contracté un pacte avec le diable et avoir plusieurs noms d'autres sorcières à donner. Alors qu'ils soient vrais ou faux, ces aveux lui permettront de rester en vie pendant la durée du procès. Quant aux autres accusés, Sarah Good était une marginale, une femme sans le sou qui mendiait parfois à Salem. Sarah Osborne était, elle, en conflit avec la famille Putnam, la plus puissante de la région. Même si ces trois femmes venaient de milieux sociaux différents, toutes trois avaient en commun de n'avoir aucun soutien parmi les villageois, et étaient des cibles extrêmement faciles pour les accusateurs. Mais malgré leur détention, la maladie gagne d'autres fillettes, et d'autres accusations sont lancées. Bon, est-ce que vous sentez la douille venir? Parce que ça commence à faire froid dans le dos, quoi. De plus en plus de noms sont donnés par les jeunes filles atteintes de cet étrange mal que personne ne comprend. La plupart clament leur innocence, mais pour sauver leur peau, certaines préfèrent avouer, quitte à s'inventer une identité de sorcière et à donner le nom d'autres femmes du village. Et du coup, c'est le début d'un sacré bordel. Surtout quand on commence à trouver des personnalités respectées sur la liste des accusés. En gros, la paranoïa gagne le village et les rumeurs vont bon train. Oh, je suis sûre que la fille de Maria, c'est une sorcière. Il paraît qu'elle parle toute seule quand personne la regarde. Sûrement qu'elle cause avec Satan. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance. Et ça ne va pas en s'arrangeant, clairement. C'est dans ce super climat de confiance que tout le monde commence à suspecter tout le monde. Imaginez vivre en vous demandant constamment si votre voisin n'est pas en train de proférer un sort pour que le malin vienne vous tourmenter dans votre lit. Les noms des accusés se multiplient. Bref, on dirait clairement que la moitié de Salem c'est lié avec le diable. Et du coup, si on écoute les rumeurs, la situation dégénère complètement, quoi. Chaque famille du village a au moins un accusé ou un accusateur dans son cercle proche. Bref, du coup, ça devient une sorte de super guerre de voisinage surnaturelle, quoi. Sauf qu'au-delà des accusations, on parle désormais de peine de mort. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Et du coup, devant l'ampleur prise par les événements, une cour exceptionnelle est mise en place à Salem Town pour pouvoir juger les accusés qui pullulent en prison. Et donc, le 10 juin 1692, Bridget Bishop est la première à être exécutée par pendaison. Mais attends, il y a quand même un truc que je comprends pas. Comment tu peux prouver que quelqu'un est une sorcière si elle avoue pas? Bordel, je fais tout tomber, moi. Écoute, je vais te répondre. Si tu le veux bien, je vais mettre mon petit chapeau de sorcière. Alors sinon, oui, c'est une excellente question. Et crois-moi, la réponse est légendaire. Permettez-moi de vous présenter la preuve spectrale. On considère que la sorcière possède un spectre, qu'elle peut envoyer à sa guise pour tourmenter n'importe qui à distance, dans des rêves ou des visions, par exemple. Si quelqu'un rêve d'un accusé ou qu'il apparaît dans une vision en train de pratiquer la magie, c'est donc la preuve qu'il a donné son accord à Lucifer pour utiliser son enveloppe corporelle à des fins malhonnêtes. Il s'agit donc d'une sorcière. La considération de cette preuve parfaitement intangible est très pratique, puisque personne d'extérieur ne peut la corroborer, et que ce sont uniquement les dires de l'accusateur qui font foi. Autant dire que les accusations reposent sur du vent. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si vous étiez accusé, un comité de femmes vous examinait l'entièreté du corps à la recherche de la marque du diable. Ou le téton maléfique, quoi. En gros, on pensait qu'une sorcière avait une marque sur le corps qui servait à nourrir la progéniture de Satan et à sceller son pacte avec les démons. On la reconnaissait en y piquant des aiguilles, puisque si la protubérance ne saignait pas, et ne causait pas de douleur, alors elle devait être d'origine surnaturelle, magique, ou un truc du genre. Hein. Du coup, voilà, c'est évident, quoi. C'était démoniaque, quoi. Alors bon, évidemment, avec ce genre de bêtises, n'importe quel grain de beauté proéminent, tache de naissance ou tache de rousseur pouvait devenir la preuve de votre, de votre implication satanique, quoi. Rends-toi, satanique! Et la difficulté de réciter une prière en entier lors d'un interrogatoire public, ajoutez à cela la torture, et du coup, voilà, vous risquiez votre vie et étiez donc super stressé. Et paf, vous étiez condamné à mort. Ah ouais, c'est un tout petit peu disproportionné. Juste un tout petit peu. Ainsi, du coup, les prisons sont pleines et les exécutions deviennent monnaie courante. Sarah Good, une des premières accusées, est pendue alors qu'elle vient d'accoucher en prison et que son nouveau-né y est décédé. Sa fille, de 4 ans, est elle-même accusée de sorcellerie, car bon,
bah oui, hein, on accusait aussi les enfants, hein, on sait jamais à cet âge-là, quoi. Et puis Rebecca Nurse, une autre, qui est une femme âgée de 71 ans, pourtant respectée, hein, de tous, est pendue, puisque d'autres accusés ont prétendu qu'elle faisait partie des leurs. Ah, bon, ça c'est le côté un peu camaraderie, quoi, vous voyez. Et puis Giles Corey, un vieil homme de 80 ans, est condamné à être écrasé, hein, de blocs de pierre jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que il s'est montré plutôt entêté avec les mecs qui le jugeaient. Et donc le pauvre bougre souffrira pendant 3 jours avant de rendre l'âme. Je commence à me sentir mal, moi. Ça vire au massacre, ton affaire. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, les crises des fillettes sont impressionnantes, hein, et leurs témoignages semblent si réalistes qu'elles convainquent tout le monde. Et pire encore, toutes celles qui avouent s'en sortent en dénonçant d'autres prétendus criminels, mais ce sont celles qui continuent à se proclamer non coupables qui finissent au bout d'une corde. Puis je vous ai pas tout dit aussi, mais vous savez, pour les puritains, mentir c'est aller en enfer. Et donc tout ça pour dire que beaucoup préféraient risquer la mort mais rester honnêtes et clamer leur innocence pour s'assurer une place au paradis, même si, évidemment, ça leur coûtait la vie. En tout, ce sont 25 personnes qui sont exécutées en 6 mois. Alors ça fait quand même un petit rythme d'une par semaine, quoi. Et petit à petit, c'est même tout le village qui se meurt. Parce qu'avec tout ce monde en tôle, il n'y a plus personne pour s'occuper du bétail et des cultures. Et donc il faut absolument réagir. Devant l'imminence de la mort de Salem Village, le doute commence à s'installer. Malgré toutes les incarcérations, les crises des jeunes filles perdurent. Et on ne trouve pas de solution. Le piège semble se refermer sur la population, qui a complètement perdu sa lucidité. Et quand la femme du gouverneur se trouve elle-même accusée, plus rien ne semble faire sens. La venue d'un certain Thomas Brattle va permettre de mettre en lumière les incohérences de ses procès. C'est un savant, un scientifique qui assiste à quelques-uns de ses jugements. En octobre 1692, il écrit une lettre devenue célèbre, dans laquelle il fait part de ses sérieux doutes quant à la pertinence des preuves spectrales, et parle d'une vraie persécution pour les personnes accusées de sorcellerie. Pour lui, les conséquences de cette traque sont bien trop lourdes, et son témoignage, même s'il n'est pas la seule raison, va grandement aider à mettre un terme à cette folie populaire. Finalement, la cour exceptionnelle est dissoute et on décide que l'existence des sorcières n'est pas un motif suffisant pour risquer de tuer des innocents à la pelle. C'est moi ou le mal était quand même déjà fait là? En tout cas, une fois cet épisode terminé, il a fallu des dizaines d'années à Salem pour se remettre de ces tragiques événements. Certains accusateurs se sont même publiquement excusés. Mais Abigail Williams et Elizabeth Parris ont été envoyés hors de la région et ne se sont jamais prononcés sur les drames qu'elles ont causés. Mais imaginez devoir vivre dans le village de la personne qui vous a injustement accusé, ou avec tout un voisinage convaincu de votre culpabilité. Les séquelles se sont ressenties sur des générations, et je peux vous dire que les fêtes du village, elles devaient pas être tristes, quoi. C'est vrai ça, Jamy. Comment en est-on arrivé là? Mais du coup, il y avait vraiment des sorcières au final ou pas? Et qu'est-ce qu'elles avaient les gamines exactement? Eh bien, c'est une question à laquelle il est encore difficile de répondre. En fait, il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Et parmi les plus prisées, il y a évidemment le mensonge. On peut imaginer que dans cette société stricte, où les jeunes filles étaient très contrôlées, elles ont pu manifester des symptômes d'anxiété qu'elles auraient exagérés pour obtenir l'attention des adultes dont elles étaient d'ordinaire complètement privées. Et puis une autre théorie s'interroge sur l'ergotisme, qui est une intoxication due à un champignon qui parasite le seigle et cause des symptômes impressionnants. Les malades sont pris de convulsions, de maux de tête et parfois d'hallucinations sévères semblables à celles qu'on peut avoir sous LSD par exemple. Mais jusqu'à présent, toute la lumière n'a pas été faite sur les maux dont souffraient les jeunes filles. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à Salem n'est pas un cas isolé. De nombreuses tracts similaires se sont produites en Europe, notamment dans les campagnes au cours du XVIe siècle, alors que l'Église tentait de remplacer les croyances païennes. En effet, si bon nombre de sorcières étaient accusées à tort, certaines pratiquaient réellement la sorcellerie. Cependant, leurs pratiques n'avaient rien à voir avec un pacte avec le diable ou du satanisme. Elles vénéraient d'anciens dieux, étaient proches de la nature, manipulaient les herbes pour guérir les populations et pratiquaient des rituels païens de fertilité ou célébraient les équinoxes. Simplement, à cette époque d'inquisition, l'Église catholique tentait d'éradiquer les croyances païennes pour imposer un dieu unique, et toute pratique qui s'y opposait était taxée de magie noire. Voilà, et évidemment, le mythe de la sorcellerie va de pair avec une vision des femmes sacrément arriérées à l'époque. Dans le Malleus Maleficarum, aussi appelé le marteau des sorcières, c'est une réplique pas tout à fait exacte, mais vous avez l'idée. Du coup, dans le marteau des sorcières, qui est un bouquin utilisé à l'époque pour connaître et traquer les magiciennes, on trouve quand même quelques pépites. Les femmes ont une intelligence inférieure et sont facilement bernées par le démon. Des êtres si faibles ne peuvent pas résister à la tentation, mais sauront très bien manipuler les forces démoniaques et forniquer avec le diable.
diable. Voilà, vous avez un petit peu la teneur de la chose, et à peu de choses près, ça ressemblait à ça. Donc voilà, cette traque était ni plus ni moins qu'un féminicide. Et du coup, en gros, ces procès sont plus le résultat d'une mutation de la société et de l'influence grandissante de l'église que de véritables tourments maléfiques. D'ailleurs, c'est drôle de se dire que les coins où on se plaignait des mauvais tours des sorcières étaient rares avant l'arrivée des catholiques en Europe ou des puritains à Salem. Alors, est-ce que ce récit d'Halloween à base de sorcières, de folie religieuse et de cordes au cou vous a un peu effrayé, vous a peut-être un peu interpellé, vous a permis de vous poser des questions, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procès des sorcières de Salem a été un sacré traumatisme dans l'histoire américaine. Et aujourd'hui encore, cet épisode est considéré comme très important aux États-Unis et est presque devenu une sorte de parabole qui permet d'entrevoir les limites de l'extrémisme puritain. Et si vous voulez vous renseigner au sujet d'une autre théorie sur cette série d'arrestations, on vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Occulture. Pour l'heure, la réputation des sorcières a quand même bien évolué, même si quelques centaines de condamnations ont toujours lieu dans le monde chaque année. Le mythe de la vieille femme boiteuse qui mange les enfants a quand même fini, petit à petit, par ne plus être rien d'autre que du folklore. Les sorcières modernes sont même plutôt présentes sur les réseaux sociaux depuis quelques années et partagent leurs intérêts, leurs fêtes et les secrets des énergies qu'elles manipulent, au même titre que n'importe quelle autre croyance ou pratique spirituelle quoi. Toujours est-il que, pour en arriver là, ce sont des milliers d'innocentes et d'innocents qui ont été massacrés. Et comme cela arrive parfois dans l'histoire, probablement que les vrais meurtriers se trouvaient du côté de ceux qui pensaient rendre la justice. Et voilà, on espère que cette vidéo spéciale Halloween vous a plu. En attendant, profitez bien de cette fête. De notre côté, Aucune Dard, on a fait une petite soirée murder party avec des abonnés. Vous en verrez plus dans les prochains vlogs, qui seront disponibles sur notre chaîne secondaire LQQ. Et on vous tiendra au courant des prochaines soirées. En attendant, regardez des bons films d'horreur, éteignez les lumières, et à plus!